Ok, alors quelques explications de lancement sur cet exercice. Donc on vous demande, donc vous allez voir l'énoncé, on vous demande de faire un algorithme pour répondre à un problème. Comme c'est suggéré, modéliser le problème comme un problème de flow, pour être encore plus clair et plus directif, je ne veux pas que vous fassiez un nouvel algorithme. Okay, je ne veux pas que vous fassiez un algorithme spécifique à cette histoire d'affectation de blessés dans des hôpitaux. Je voudrais que notre algo, ça soit juste appeler un algorithme de flow qu'on a vu en cours. Donc c'est pour ça que c'est plutôt une question de modélisation. C'est comment est-ce que vous vous ramenez à exactement un flow. Okay, donc il faut arriver à modéliser le problème sous forme d'un flow. Que la réponse à ce problème, ça soit la réponse au problème du flow. Alors il y a une petite transformation à faire pour faire ça. Vous voyez que ce n'est pas évident. A priori, ça n'a rien à voir. C'est l'histoire d'affectation de blessés dans des hôpitaux. Ça n'a rien à voir avec des flows. Et c'est pour ça que je veux vous le faire voir, cet exercice. C'est pour vous montrer que les flows, justement, c'est très puissant. C'est très puissant. Ça veut dire que ça peut permettre de résoudre des problèmes qui, dans leur formulation, a priori, n'ont pas de rapport direct avec des histoires de flow qui passent dans des tuyaux. Mais on va quand même le résoudre comme ça. La deuxième indication, c'est de dire qu'en fait, vous aurez besoin, pour faire ça, non pas de demander un flow classique comme on l'a fait, mais un flow à valeur entière. Ça change pas mal de choses. Ça vous contraint le flow à ne prendre que des valeurs entières sur les arcs, sur tous les arcs. C'est ça un flow à valeur entière. Hein. Ce n'est pas la valeur du flow est entière, c'est tous les arcs doivent avoir un flow sur chaque arc qui est un entier. Okay. Donc, vous pouvez utiliser cette version du problème qu'on n'a pas vue ensemble et dont on va parler. Justement, la deuxième question, ça sera si vous arrivez à le modéliser comme un flow entier, ce problème d'affectation de blessés dans les hôpitaux, on se posera la question, est-ce qu'on sait résoudre le flow entier? Okay. Et on verra qu'en fait, on n'en a jamais parlé, mais on n'a rien de plus à faire pour arriver à le résoudre. Dernière indication, quand vous modélisez le problème sous forme de flow, s'il y a une des données de l'énoncé que vous n'avez pas utilisée dans votre modélisation en flow, a priori, il y a un problème. Soit c'est que l'énoncé il est un peu redondant, un peu nul, il y a des données inutiles, soit c'est que dans votre modélisation, il manque quelque chose. Okay. Donc normalement, si tout est bien, vous devez utiliser chacune des données qui sont fournies dans l'énoncé. Comme ça, c'est tout. Ouais. Donc voilà, votre camarade, il a proposé le réseau suivant. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je vais mettre les blessés d'un côté et les hôpitaux de l'autre déjà. Donc en effet, ça, quand vous aurez un peu l'habitude, vous aurez rencontré milliards de fois cette situation, on appelle ça un graphe biparti, c'est-à-dire que vous avez les sommets du graphe, d'habitude, ils représentent des entités qui nagent un peu dans le même espace, d'accord? Ils sont tous du même type. Là, ils ne sont pas du même type, donc ils sont séparés en deux. Il y a d'une part les blessés, il y a d'autre part les hôpitaux, d'accord? C'est pas pareil. Donc, souvent, on se retrouve justement à faire ce genre de choses, à faire des graphes entre deux ensemble. Donc là, ce qu'il a fait, votre camarade, c'est qu'il a dit, j'ai les blessés d'un côté, j'ai les hôpitaux de l'autre. Le fait que les blessés ont chacun une liste d'hôpitaux dans lesquels ils peuvent aller, je vais le représenter par des relations d'adjacence dans ce graphe. Je vais dire, ce blessé peut aller à cet hôpital, je mets une arête. Il ne peut pas aller à celui-là, je ne mets pas d'arête. D'accord ? Il peut aller à l'autre, je mets une arête à tous ceux à qui il peut aller. D'accord ? Par exemple, comme ça. Okay. Et avec ça, on va se retrouver du coup avec ce qu'on appelle un graphe biparti. D'accord ? Un graphe avec les blessés d'un côté. Oh là, pas beau celui-là. Les blessés d'un côté, les hôpitaux de l'autre, et une arête entre un blessé et un hôpital. Si le blessé peut aller dans cet hôpital. C'est ça sa liste d'hôpitaux dans laquelle il peut aller. Okay. Donc là, on a les listes. Ok, donc déjà, on a utilisé les blessés. Donc le nombre de blessés, vous disiez, il y en a combien des blessés ? Il y en a N. Et des hôpitaux, alors ? Il y en a H. Ok. Et on a utilisé les listes. Ok, ça, c'est la liste de ce blessé-là. Ok. Il y en a P d'hôpitaux ? Il y en a H ou P ?
Ah oui, alors H c'est le nom d'un hôpital, alors mais P c'est le nombre d'hôpitaux. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Donc j'ai utilisé le fait qu'il y a N blessés, P hôpitaux et la liste de chacun des blessés. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé dans l'énoncé? La capacité des hôpitaux. Donc votre camarade, ce qu'il a fait, c'est d'une part qu'il se rappelle que dans les problèmes de flot, on peut rajouter une source et un puits factice si on veut avoir une source unique et un puits unique. Donc il a fait ça. On va voir après si c'est une bonne idée. Il a fait ça et il a relié la source à tous les blessés, d'une part. Et lui, je n'ai pas mis de personne voisin, je vais mettre lui. Et les hôpitaux à tous les hôpitaux au puits, d'autre part. Donc là, c'est la source. Là, c'est le puits. Et il a orienté les arcs des blessés vers les hôpitaux avec le sens que, oui, on affecte les blessés aux hôpitaux, d'accord. Donc c'est dirigé, c'est pas on affecte les hôpitaux aux blessés, c'est on affecte les blessés aux hôpitaux. Donc ils sont orientés comme ça. Et où est-ce qu'il a mis les capacités des hôpitaux? Je vous le donne en 1000. Exactement. C'est la capacité de l'arc dans ce réseau de flot. C'est la capacité, donc ça c'était l'hôpital H, on avait dit il peut accueillir NH blessés, NH il l'a mis en capacité de l'arc qui va entre l'hôpital H et le puits factice T. D'accord? Alors on va voir pourquoi ça c'est une bonne idée, parce que c'est ok, on le fait, mais après, donc ça c'est l'hôpital 1, ici il y aura la capacité N1 du coup, et ça c'est l'hôpital P, numéro P, ici il y aura la capacité NP. Et pour un hôpital H, la capacité c'est NH. Il manque encore à définir les capacités sur ça. C'est 1, parce qu'il y a un blessé là, ça parle de un blessé, c'est un blessé qui va dans un hôpital, d'accord? Donc c'est 1, le 1 représente le nombre de blessés qui vont être affectés éventuellement à cet hôpital si on passe par cet arc. Ok, donc toutes celles-là sont à 1. Et pour celle-là, c'est 1 aussi. Pourquoi je mets 1? Est-ce que vous avez une explication un peu valable pour ça? C'est ça, c'est que sur chaque nœud ici, ça représente un blessé, ça ne représente pas un pool de blessés. Si ça représentait K blessés, je mettrais K ici comme capacité. Mais ça représente chacun un blessé. Donc en fait, les flots là, qui vont transiter sur mes arcs, c'est des nombres de blessés. Ici, c'est le nombre de blessés que je vais affecter à l'hôpital, d'accord? Donc en fait, de ce truc-là vers ce truc-là, il en part un, parce que ça représente qu'un blessé. Et pareil ici, entre ma source et les blessés, le 1, il va représenter est-ce que je sélectionne ce blessé ou pas pour l'affecter à un hôpital. Ok, donc ça, c'est la modélisation qu'il a proposée votre camarade, et je la remercie parce que c'est celle que j'espérais que vous proposeriez. Ensuite, une autre paire de manches, c'est de voir pourquoi c'est correct, et de prouver que ça, c'est correct. Que si je résous... Donc, l'idée, c'est que je ne vais pas résoudre le flot classique là-dedans, je vais résoudre le flot à valeur entière. Pourquoi est-ce que je veux absolument des flots à valeur entière? Oui. Exactement, parce que je ne veux pas casser les blessés en plusieurs morceaux. Déjà qu'ils le sont peut-être. Je ne peux pas dire ce blessé, par exemple, il va aller pour 40% dans un hôpital et pour 60% dans un autre. Okay, peut-être ça arrangerait pour pouvoir utiliser la capacité des hôpitaux à fond. Si les blessés, on pouvait les fractionner, mais on ne peut pas faire ça, ça n'a aucun sens dans le problème. Donc c'est pour ça que moi, je veux absolument que mon flot il soit un flot entier, parce que je ne peux pas me permettre d'avoir des flots qui soient des fractions de blessés, ça ne veut rien dire. Donc voilà pourquoi je demande un flot entier. Alors, ayant dit tout ça, est-ce qu'on a bien résolu notre problème initial si on résout le flot max entier là-dedans? Alors, il faut voir ce que c'est notre problème initial. Déjà, je vous dis non, on ne peut pas l'avoir résolu parce que notre problème initial, ce n'était pas un problème d'optimisation. C'était un problème de oui-non. Regardez la question. Connaissant pour chaque individu la liste des hôpitaux ou l'évacuation, donner un algorithme efficace pour déterminer si tout le monde va pouvoir être évacué dans les conditions souhaitées. Ça veut dire, oui, tout le monde va pouvoir être évacué, non, pas tout le monde va pouvoir être évacué. Donc déjà, la réponse, c'est oui, non.
Alors que nous, le problème du flow, c'est maximiser le flow. Donc quel est le rapport entre cette réponse en oui-non et le fait de maximiser quelque chose? Attends, je laisse réfléchir les autres. J'en ai parlé un peu en cours. Je vous ai dit comment passer de problème de décision au problème d'optimisation. Donc là, on me demande de répondre oui ou non. Moi, je ne sais pas répondre oui ou non. Je sais répondre que des trucs d'optimisation. Comment est-ce que je vais, en demandant l'optimum d'un truc, arriver à répondre oui ou non? Ouais. Alors là, moi, je voulais parler de flow. Je voulais pas parler de coupe. Est-ce que le flow maximal vaut le nombre de blessés, d'accord? C'est ça, moi, que la question à laquelle je vais répondre. Donc, pourquoi? Parce que j'espère, on va le montrer dans 2 secondes, j'espère que le flow maximum là-dedans, c'est le nombre maximum de blessés que je peux affecter en respectant les contraintes. Donc, je vais simplement demander quel est le flow maximum entier là-dedans. Il va me dire une réponse qui a un entier. Et je vais regarder, est-ce que c'est aussi gros que le nombre de blessés? Si le flow max entier, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler je sais pas moi. Pour dire qu'il est entier, je voudrais dire un truc pour vous dire qu'il est entier. Je vais l'appeler f ant étoile. Okay, ça, c'est le flow max entier. S'il est supérieur ou égal à n, je répondrai oui au problème qu'on m'a posé. Et s'il n'est pas supérieur ou égal à n, sinon je répondrai non. Il peut pas être supérieur à n. De S, on a n qui part. Il ne peut pas être strictement supérieur à n. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas grave. Vous avez raison, mais c'est quand même correct de l'écrire comme ça. Je pourrais dire, je pourrais aussi dire, c'est aussi correct du coup. Alors, si vous préférez, je vais le dire comme ça. Même si moi je préfère l'autre façon. Je vais dire s'il est égal à n, je répondrai oui, sinon je répondrai non. J'aime pas, je vous jure, j'aime pas ça. Je préfère supérieur ou égal. Parce que supérieur ou égal, ça montre clairement l'objectif. C'est est-ce que je peux faire au moins n? Est-ce que je peux affecter mes n blessés? Alors évidemment, là, il n'y en a pas plus que n, donc je ne pourrais pas faire plus. Mais là, ça montre clairement que je ne suis pas limité. Je ne sais pas comment le dire. Mon objectif, c'est vraiment d'arriver à atteindre n. Okay? Est-ce que je suis plus petit ou est-ce que j'arrive à atteindre n? À la limite, dans d'autres modélisations, d'autres problèmes, peut-être ça pourrait dépasser et que ça compte pas, d'accord? Quand je dépasse n, j'en affecte que n quand même parce qu'il n'y en a que n. Donc je préfère l'écrire comme ça, si ça ne vous dérange pas. Mais je suis d'accord, c'est équivalent dans ce cas-là. Ok, donc voilà comment je passe de mon problème d'optimisation à mon problème de décision qui m'était posé. J'ai juste à regarder, est-ce que j'arrive à tous les affecter ou pas? Donc je demande le max que je peux en affecter et je regarde si c'est tous ou si c'est pas tous. Alors il nous reste le dernier truc à expliquer. C'est 2 trucs à expliquer. Je vais les faire vite. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser beaucoup de temps pour réfléchir plus par vous-même là-dessus. D'abord, on parle du flot entier. On vérifie qu'on sait résoudre le flot entier. Non, on vérifie que ce machin est bien modélisé. Pour montrer que flow max là-dedans égale nombre de blessés maximum que je peux affecter en respectant les contraintes, j'ai envie juste de montrer qu'un flow là-dedans, un flow entier là-dedans, c'est une affectation des blessés qui respecte les contraintes. C'est équivalent. Je veux vous montrer que c'est équivalent. Donc je veux trouver une transformation entre les deux, dans les deux sens, que si vous me donnez une affectation, par ma transformation, j'obtiens un flow de cette valeur-là. Si vous me donnez une affectation de K blessé, j'obtiens un flow entier de valeur K. Et réciproquement, si vous me donnez un flow entier de valeur K, alors j'en déduis une affectation de K blessé. Si ça c'est vrai, à ce moment-là, il existe une affectation de K blessé équivaut à il existe un flow de valeur K. Et du coup, les maximums sont égaux. Maximum des K tel qu'il existe une affectation de blessé égale maximum des K tel qu'il existe un flow entier. Donc flow entier max égale nombre de blessés max. Alors, montrons ça. Montrons que si vous me donnez une affectation, déjà, j'en fais un flow.
Donc une affectation, c'est vous me dites, chaque blessé, il va dans quel hôpital? Ça revient exactement à me dire quel lien il suit là, d'accord? Donc une affectation, en fait, c'est un truc dans lequel vous me sélectionnez un certain nombre de liens, et vous me les sélectionnez pas n'importe comment, parce que c'est une affectation valide. Ça veut dire que chaque blessé, il est affecté dans au plus un hôpital. Il y a éventuellement des blessés qui ne sont pas affectés du tout, parce qu'on n'affecte pas tout le monde, d'accord? C'est une affectation de valeur K, affectation de cas blessés. Donc vous me sélectionnez ça, et en plus, il faut que, du côté des hôpitaux, le nombre de blessés qui arrivent soit inférieur à la capacité. Ok? Donc ici, le nombre de blessés, là, ça doit être inférieur à la capacité de l'hôpital. 1. Eh bien, c'est un flot, ça. C'est un flot, parce que du coup, regardez, pour tous ceux que vous avez affectés, vous leur avez affecté au plus un arc. Moi, je vais envoyer un de flot sur l'arc que vous avez choisi pour affecter. Je vais aussi envoyer un de flot sur l'arc qui va vers ceux que vous avez réussi à affecter, et j'envoie 0 sur ceux qui va vers ceux, sur les arcs qui vont vers ceux que vous n'avez pas affectés. Okay? Donc j'ai mes 1 ici, qui transite immédiatement là-bas dedans, d'accord? Je mets 1 sur les arcs que vous avez choisis pour dire ce blessé va dans cet hôpital. Et la seule question que j'ai, c'est que moi, je veux que mon flow soit conservatif. Jusqu'à maintenant, tout va bien, ça. Il rentre 1, il sort 1. Ou alors il rentre 0, il sort 0. Là, je veux que mon flow soit conservatif, donc je veux que le nombre de gars qui rentrent ici, c'est pareil que le nombre de gars qui sortent vers le puits. Mais je peux me permettre de le faire parce que justement, votre affectation est censée respecter, si c'est une affectation valide, elle respecte les capacités des hôpitaux. Et ce qu'il y a là, c'est exactement la capacité de l'hôpital. Donc moi, je compte ici le nombre de blessés qui rentrent sur l'hôpital 1. Je vais l'appeler nombre 1. Et le flot que je mets ici, c'est nombre 1. Et ça, c'est plus petit que N1 par définition de l'affectation est correcte. Et du coup, ça fait que là, je rends mon flot conservatif parce que ce que je mets là, c'est la somme du nombre d'arcs ici. Il est conservatif. Et il respecte les capacités parce que, par construction du réseau. Okay, et donc, je me retrouve en effet avec un flot. Ok, ça marche. Si vous me donnez une affectation de taille K, j'arrive à en déduire un flot entier. Regardez que tout ce que j'ai fait, c'est entier. Flot entier de valeur K. Il faut vérifier dans l'autre sens. Vous me donnez un flot entier de valeur K. Eh bien, je veux voir si que c'est bien une affectation. Alors, vous me donnez un flot entier de valeur K. Un flot entier. Donc, si je regarde ce qui se passe sur le blessé. Le blessé, il y a deux sortes de blessés. Il y a ceux par lesquels il ne transite aucun flot. Donc, dans un flot, il ne peut que rentrer de ce côté et sortir de là. Il y a ceux pour lesquels il ne rentre rien. Ceux qui il y a 0 sur l'arc qui va vers eux. Ça, c'est ceux qui ne sont pas sélectionnés. Ceux qui a 1, je vais les mettre dans mon affectation. Je vais dire, ok, toi, tu as été sélectionné pour aller vers un hôpital. Dans le flot, s'il est rentré 1, c'est qu'il sort 1. Le 1, il y a plusieurs arcs par lesquels ils peuvent sortir, mais c'est un flot entier, donc ce n'est pas fractionné. Donc ça veut dire qu'il y a un des arcs sortants qui a été sélectionné pour avoir tout le 1 du flot. Mais donc celui-là, c'est celui que je prends pour faire mon affectation. Je dis, ok, il y en a un dans votre flot, il n'y en a forcément qu'un d'arc qui a 1. Mais celui-là, je le prends pour dire, toi, le blessé B, tu vas aller vers l'hôpital 1. Okay. Donc je construis mon affectation en disant B1. Donc en fait, je construis mon affectation en regardant tous les arcs du milieu qui sont à 1. Exactement comme on l'a fait dans l'autre sens. Okay. Et pourquoi est-ce qu'elle respecte les capacités, cette affectation? Parce que comme ce que vous m'avez donné, c'est un flot, ici, c'est conservatif et ça respecte les capacités là-dessus. C'est conservatif, ça veut dire le nombre de gars qui arrivent à l'hôpital, c'est pareil. Enfin, le nombre de flots qui arrivent à l'hôpital, qui sont que des 1, vu que j'ai un flot entier. Quand j'ai un flot entier sur un arc de capacité 1, c'est 0 ou c'est 1. Je n'ai pas dit ça, mais c'est un peu ça le nerf de l'histoire quand même. Flot entier sur un arc de capacité 1, c'est soit 0, soit 1. Donc tous ceux qui arrivent à 1, ce qui ressort de ce côté-là, c'est la somme de tous ces 1. Et ce nombre, il est plus petit que ce que j'ai mis sur l'arc. Et ce que j'ai mis sur l'arc, parce que le flot respecte les contraintes de capacité, et ce que j'ai mis sur l'arc, c'est exactement le nombre de blessés qu'il a le droit d'accueillir cet hôpital. Donc cette affectation qu'on est en train de construire ici, là, blablabla, elle respecte bien
les contraintes données. Donc flot entier équivaut à affectation valide ici. Ok? Valide, c'est ok. Ben, du coup voilà, si avoir une affectation valide de K blessé équivaut, c'est ce qu'on vient de montrer, équivaut à avoir un flot entier de valeur K dans ce réseau, du coup le maximum du nombre de blessés que je peux affecter et du flot entier, c'est le même. Okay. Et donc c'est ça ma conclusion, du coup, avec cette équivalence, c'est que le max du blessé affecté en respectant les contraintes, de l'énoncé, capacité des hôpitaux, égale au max des flots entiers sur ce réseau. Du coup, voilà. Du coup, je peux faire ça. Je calcule le flot entier max. S'il vaut plus que n, c'est-à-dire égal à n, comme vous avez remarqué, je réponds oui, sinon je réponds non. Ok, dernière chose. Est-ce que je sais résoudre le flot entier? On n'a jamais fait ça. On a résolu des flots réels, fractionnaires, d'accord? Où on a le droit de faire... S'il y a un qui arrive, je ne suis pas obligé de le faire partir sur un seul arc. Je peux le faire partir ce que je veux, 0,33 d'un côté, 0,15 de l'autre, etc. Du coup, moi je voudrais quand même qu'on ne refasse pas toute la théorie. Je voudrais qu'avec ce qu'on a fait, ça m'arrangerait bien si en fait on pouvait résoudre le problème des flots entiers quand même. J'ai pas envie de tout refaire maintenant. Je voudrais que dans une minute on parle plus de cet exercice et on passe à la feuille suivante. Que j'ai pas agrafé d'ailleurs. Il faut que j'agrafe. Alors, je sais résoudre des flots max. Est-ce que je sais résoudre des flots entiers max? Alors, je sais résoudre des flots max, mais pas n'importe comment. J'ai deux algos pour résoudre des flots max. Ford-Fulkerson et Edmonds-Karp. Les deux, vous savez, qui trouvent des chemins augmentants dans le résiduel et ils augmentent petit à petit. Est-ce qu'avec ça, je vais arriver à faire un flot entier? Et j'attends l'éclair de génie. Je sais qu'il va venir. Les éclairs de génie, des fois, ça met longtemps à venir, mais quand ça vient en une fraction de seconde. Ça vient d'un coup. Alors j'attends. Je sens le génie qui rôde autour du bâtiment, qui marche dans les couloirs de l'université et qui va frapper un de vos esprits qu'il aura choisi. Attention, ça peut faire mal. Mais pensez à comment se passe l'algorithme. Il part de quoi l'algorithme? Il part d'un flot nul. Ça, cool, c'est un flot entier, ça. Flot nul, c'est un flot entier. Il calcule le résiduel. Le résiduel, au fait, d'un flot nul, c'est exactement le réseau de flot lui-même. Ok. Il va trouver un chemin augmentant de S à T. Il prend quoi comme capacité sur ce chemin? La plus petite qu'il a trouvée. Est-ce qu'elle est entière? Elle est entière parce que notre réseau, toutes les capacités sont entières. Donc il faut avoir remarqué ça, qu'on cherche des flots entiers dans des réseaux à capacité entière. Donc vu que toutes les capacités sont entières, la plus petite qu'il trouve sur le chemin, elle est entière. Il augmente sur tous les arcs du chemin le flot de cette valeur-là, de la plus petite des capacités. Donc il augmente, mettons que la plus petite c'est 2, il augmente de 2 sur tous les trucs. On avait un flot entier, il a augmenté de 2 sur un certain nombre d'arcs. Est-ce que c'est encore un flot entier? Oui, et il va recommencer. Donc vu qu'il est parti d'un flot entier,
Alors, je vais faire vraiment le truc générique. À un moment donné de l'algorithme, on a un flot entier et le réseau original a des capacités entières. Ça implique que le résiduel a des capacités entières. Parce que le résiduel, c'est juste des différences entre les capacités dans le réseau original et les valeurs du flot. Donc, ça nous fait, si les deux sont entiers, ça nous fait que le résiduel a des valeurs entières. Okay, tous les arcs du résiduel ont une capacité entière. Du coup, quand je prends mon chemin, le minimum de capacité sur ce chemin, c'est un entier. Et je vais me retrouver à augmenter mon flot sur certains arcs par un entier. Alors, sur certains, c'est le diminuer. Si vous vous rappelez, si ça ne passe pas dans le même sens, on diminue. Mais ça ne change rien. Addition et soustraction, on reste dans les entiers. Et du coup, je me retrouve encore avec un flot entier. Comme mon réseau original a des capacités entières, le résiduel sera encore à capacité entière, et etc. Jusqu'à la fin de l'algorithme. D'accord ? Donc en fait, par construction de l'algorithme, c'est garanti qu'on va rester tout le temps dans les flots entiers parce qu'on est parti du flot nul qui était entier et on va rester dans les flots entiers. Okay ? Donc super, en fait, du coup, on sait résoudre. On sait quoi ? On sait que le flot max qui va nous être donné par l'algorithme, dans ce cas-là, où le réseau est à valeur entière, est à capacité entière, ça va être le flot max, ça va être un flot entier. Ben, du coup, le flot entier max, c'est ça, c'est le flot max. Okay. Parce que ce que je veux, là je fais peut-être une indirection qui n'est pas... Ce que je veux, moi, c'est, étant donné la contrainte que le flot soit entier, je veux calculer le maximum de ces flots-là. Mais cette contrainte, elle me force que je peux faire que moins bien que le flot général où je ne mets pas cette contrainte. Or là, on vient d'expliquer qu'en fait, le flot général où je ne mets pas cette contrainte, il est déjà entier. Donc ça veut dire que c'est bon, j'ai mon flot entier max, c'est exactement le flot max tout court. Ok, j'ai dit oui, attention, ça ne marche que si les capacités du réseau original sont entières. Mettons qu'il me prend de chercher des flots à des flots à valeur entière dans un réseau dont les capacités ne seraient pas entières. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux le flot max entier dans un réseau dont les capacités ne sont pas entières. C'est 9,6, 3,4. C'est-à-dire des contraintes sur quoi ? Ah, sur le flot ? Mais je crois que ce n'est pas la peine, justement. C'est ça que je voudrais vous faire voir. Oui ? On voit même les capacités à de valeur entière. Exactement. De toute façon, l'arc où tu as 9,6, 3,4, si on cherche des flots à valeur entière, ça va dire à valeur entière sur tous les arcs. Donc celui qui a 3,4, ce sera 0, 1, 2 ou 3. Mais ce ne sera pas 4. D'accord ? Donc au final, tu as raison, on peut se ramener à la partie entière inférieure. Et les flots, c'est exactement les mêmes, les flots entiers qu'on peut faire dessus. Et donc on se ramène à un truc à valeur entière. Okay ? Donc en fait, ce n'est pas une limite. On sait toujours résoudre le flot max à valeur entière sur n'importe quel réseau. Ok, c'est très bien. On va passer à la feuille suivante que je vais finir d'agrafer. Exercice 1. Ok, donc le problème qu'on vous propose, c'est le suivant. J'ai des aires d'autoroute qui sont repérées par leur kilomètre depuis le début de l'autoroute. D'accord ? Commence à 0, finit je ne sais pas où. Sur chaque aire d'autoroute, je peux implanter ou pas un restaurant. Okay ? Donc je vais choisir certaines aires d'autoroute où je vais implanter un restaurant. Comme ça, par exemple. Quand j'implante un restaurant sur cette aire, j'espère en retirer un revenu qui m'est donné au départ. R6 pour l'aire numéro 6, R4 pour l'aire numéro 4. Okay ? Moi, ce que je veux, c'est maximiser ces trucs, la somme de ces trucs. Okay ? Et j'ai une contrainte, parce que sinon, c'est facile, j'implante un restaurant partout. J'ai une contrainte, c'est que je ne peux pas avoir deux restaurants à moins de 50 km l'un de l'autre.
Donc ça doit faire au moins 50 km. Ce qui doit faire 50 km, c'est la différence du coup entre x6 et x4. Okay. Donc voilà, étant donné cette contrainte, vous allez choisir de les mettre où? C'est ça un peu le truc. Okay. Première question qu'on vous pose, c'est on veut calculer un truc particulier qu'on a noté PI. Alors, qu'est-ce que c'est qui demande? On note PI, le numéro de l'aire la plus proche de I avant I, et qui est à au moins 50 km de l'aire I. Donc, la plus proche de I qui est à plus de 50 km avant I. Okay, c'est ça qu'on veut calculer, P de I. Et on voudrait le calculer, si possible, en temps O de N. Avec la convention que s'il n'y a pas d'air avant à au moins 50 km, on met que P de I vaut 0. Donc, pour être sûr, est-ce que vous avez bien compris la définition de P de I? Par exemple, si je mets ici, xi c'est, je ne sais pas moi, attends, je vais faire depuis le début là, ça c'est 10, 20, 40, 50, 75, 95 et 110. Pour I, c'est quoi PI? Alors, ben, je fais le truc. Je regarde, je veux les aires qui sont à au moins 50 km et avant. Donc là, je suis au kilomètre 75, ça veut dire que je vais commencer à m'intéresser à tout ce qui est avant le kilomètre 25. Okay. Et je prends la plus proche. En effet, c'est l'aire numéro 2. Donc, P de I, c'est 2. C'est le numéro de l'aire la plus proche. Okay. P de I, c'est 2 sur cet exemple. Okay. Si je fais par exemple P de 6, je refais le même truc. 95 moins 50, ça me fait 45. Je m'intéresse à tout ce qui est avant 45. Ah, ben la première avant, c'est 3. P de 6, c'est 3. Je fais P de 7. Non, pas P de 7. Je fais P de 4. P de 4. 50 moins 50, c'est 0. Je regarde les aires avant 0. Il n'y en a pas. Par convention, quand il n'y en a pas, c'est 0. Okay. Donc, P de 4, on a dit, c'est 0. P de 3, du coup, ben, c'est pareil. Il n'y en a pas 50 km avant. On est au kilomètre 40, d'accord? Donc, c'est 0. P de 2, c'est 0. P de 1, c'est 0. On a dit P de I, c'était quoi? C'était 2. P de I égale 2. P de 6. P de 6 égale 3. Et P de 7, 60, paf, c'est 4. Ok? Donc je veux calculer ça. Mettons que dans un premier temps, je m'en moque de la complexité. Parce que l'énoncé dit on veut le faire en O de N. Si je m'en moque de la complexité, vous le faites en combien facilement? Oui. En n carré? Comment tu fais? Ouais. Exactement. Pour chaque, alors je dirais pas pour chaque i, pour chaque x, mais pour chaque i. Pour i de 1 à, on va dire qu'il y en a n des aires, d'accord? Pour i de 1 à n, tu fais une boucle, tu vas visiter toutes les aires qui sont avant i. Donc pour j de 1 à i. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu regardes justement si l'aire numéro j, elle est bien 50 km avant l'aire numéro I. Et voilà, et on retient la dernière qu'on a vue qui est comme ça. Okay. Donc ça, cette boucle, elle se fait n fois. Et la petite boucle aussi, c'est au pire n fois. Elle se fait i fois, mais du coup, ça fait la somme des i pour i qui vaut de 1 à n. Ça fait du carré. Okay. Ok, donc il y a un algo facile à n carré. Comment est-ce qu'on fait du grand O de n?
Oui. On peut partir de l'autoroute. La première chose à regarder, c'est est-ce que l'autoroute auquel on est, son distance est assez petite. La première condition, c'est que l'autoroute, il faut qu'il y ait une distance minimale. Tu parles de l'aire d'autoroute, pas de l'autoroute. Tu dis autoroute, mais autoroute, il n'y en a qu'une. Tu veux dire l'aire, c'est ça? Sur l'aire, tu regardes quoi? C'est ça, ce que je veux dire, c'est que si l'air a la distance est plus petite que 50, du coup, on peut directement retrouver 0. Oui. Si jamais c'est pas le cas, on part du numéro de l'air et on redescend du numéro de l'air jusqu'à à peu près 50 opérations pour se permettre de trouver. Ça, je pense que ça va faire n carré aussi. Mais peut-être t'as raison, c'est peut-être une bonne idée, mais malheureusement, je pense que ça va quand même faire n carré. Imagine les aires, elles sont comme ça. Elles sont toutes en 10 km. Pour chacune des aires, tu vas te retrouver à visiter toutes celles d'avant, parce qu'il n'y en a aucune à moins de 50. Donc ça va quand même faire du n carré si elles sont très concentrées. Alors l'idée que moi je vous propose dans la solution, c'est de dire en fait, ce qui fait que c'est du n carré là-dedans, ce qui fait que c'est du n carré dans cet algo, c'est qu'on repart à chaque fois de j égale 1. Mais en fait, c'est pas la peine. On peut repartir de là où s'en est arrêté j à l'itération pour le i précédent. Okay. Ça veut dire concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer mon i, d'accord, et je vais appeler P, le prétendant, d'accord, à être le prétendant à être le P de I. D'accord, au départ, j'initialise P à 0. Et je le fais avancer. Je le fais avancer jusqu'à ce que le suivant il soit trop proche. Jusqu'à ce que le suivant il soit à moins de 50 km. D'accord. Donc je m'arrête sur le P qui est à... Je m'arrête sur le P qui est à moins de 50 km, ok, ça c'est ce que je fais normalement. Mais ce que j'observe, c'est que quand je passe à i plus 1, c'est pas la peine de faire repartir P à 0. Je reste ici et je regarde. Je regarde si je peux continuer à avancer ou pas. D'accord? Parce que quand j'ai avancé le i, peut-être ça va me permettre d'avancer le P. Donc je regarde, est-ce que le P, il peut aller au cran d'après? Donc là, je suis à 95, là c'est à 40. Oui, il peut aller au cran d'après. Donc je le fais avancer. Et là, je regarde, est-ce qu'il peut encore aller au cran d'après? Le cran d'après, c'est à 50. Quand je suis à 95, non, c'est à moins de 50 km. Donc, il s'arrête là. Et après, une fois que... Donc là, c'est bon, j'ai trouvé le P de I plus 1. C'est là où je suis. Et après, je vais encore faire avancer encore plus 1. Okay, et je vais essayer de faire avancer le P. Quand je serai sur l'air 110, je vais voir si je peux aller à l'étape d'après. 50, oui, c'est bon, je peux y aller. Je vais avancer le P. D'accord. Est-ce que je peux encore avancer d'un coup? 75, non, 75, c'est à moins de 50, de 110, donc j'y vais pas. Okay. Et à chaque fois, le P sur lequel je m'arrête, c'est celui que j'affecte au I en cours. D'accord. Donc je fais à la fois avancer le I et le P. Mais je ne suis pas obligé de faire repartir le P à 0. Du coup, le I ne fait qu'avancer, bon, il va avancer n fois, et le P aussi ne fait qu'avancer, donc il va avancer au plus n fois. Sauf qu'il y a un petit test en plus à chaque fois, parce qu'il y a une fois où je ne le fais pas avancer, ça faut le compter. Mais c'est pareil, il y a au plus n fois où ça se produit, que j'arrête de le faire avancer. Je l'arrête de le faire avancer une fois par i. Bon. Ok, donc ça va faire grand taux de n. C'est ce que j'ai mis dans cet algo-là. Donc, au départ, j'initialise P à 0. Pour i de 1 à n, je fais tant que... Donc, vous voyez, je regarde le cran d'après de P. Je suis à P à 0, je regarde l'aire suivante. Est-ce que je peux aller un cran plus loin pour P? Donc si je peux, c'est-à-dire si c'est toujours à plus de 50 km de I, ben, j'incrémente P, c'est ce que je vous ai fait, d'accord? J'ai fait avancer la flèche de P. Et quand je peux plus, je m'arrête. Tant que je peux faire ça, j'incrémente P. Quand je peux plus, je m'arrête. Et c'est le P que je donne à P de I. Donc vous voyez que je regarde un cran plus loin que P. À un moment donné, j'ai un P courant et je regarde l'aire suivant le P courant. Donc si vous le voyez comme ça, ça devient, je pense, encore plus clair normalement que c'est du grand taux de n, parce que ce machin-là, clairement, c'est grand taux de n, ça s'exécute n fois.
et à l'intérieur, vous ne faites qu'augmenter P. Donc le nombre de fois total où vous passerez dans cette boucle pour tous les I, de toute façon, à chaque fois, le P il augmente. Donc P ne peut pas augmenter plus de n fois. Donc ce machin-là, vous allez encore le faire au plus n fois. Plus, allez, je rajoute 1 pour le cas où le test est négatif. Je vais le faire n fois en positif et à chaque fois, il y aura aussi une fois où le test est négatif. Donc allez, au pire, je vais le faire 2n fois. Ça va prendre un temps de 2n. Et ça, c'est constant, grand O de 1. Donc je fais... donc ça, c'est au total sur l'algo. Okay. Au total sur l'algo, ça ne peut pas me coûter plus de 2n, et ça me coûte n. Oui. Ça doit être strictement supérieur à 50 on accepte Strictement supérieur, alors ça dépend comment est formulé l'énoncé, à au moins 50 km. Donc au moins 50 km, 50 c'est bon. Quand tu dis c'est un strictement supérieur, tant que... Ah, parce que quand c'est à pile 50, on n'augmente pas, on ne le rapproche pas, on prend celui à 50. Tu as raison, ouais. Quand c'est à pile 50, on n'augmente pas, ouais. Ah mais attends, c'est pas le P qui est à pile 50, c'est le suivant. Ah oui, pardon. C'est le suivant, donc si c'est bon, le suivant est admissible s'il est à plus de 50, donc on augmente. Ok, c'était pour la première question. Deuxième question, c'est quoi? Donc en grand O de n, on calcule ce P de I. La deuxième question, je crois, c'est quoi ce P de I? Il est où? Si on décide de placer un restaurant sur l'aire numéro I, quelles sont les aires avant I sur lesquelles je peux prétendre encore placer un restaurant? Ben, sur les aires qui sont à au moins 50 km de I. Donc c'est toutes les aires qui sont avant le P de I que je viens de définir, puisque le P de I, c'est l'aire la plus proche de moi qui est à au moins 50 km. Donc c'est toutes les aires qui sont avant le P de I. Voilà pourquoi on a défini ce P de I, c'est pour s'en servir comme ça. C'est pour dire P de I, ça me donne la limite jusqu'où je peux placer des aires si j'ai choisi d'autres restaurants, si j'ai choisi de placer un restaurant sur l'aire numéro I. Okay. Donc si j'en mets un sur l'aire numéro I, je ne peux en avoir que sur ce qui est avant P de I, pas entre P de I et I. Ok. Eh bien avec ça, on devrait arriver à faire une solution. Je vous laisse trouver ça. Ouais, alors du coup, je ne vous montre pas la correction. Je vous laisse trouver la réponse à la question C. Ça, c'est facile, ça. Ça, c'est facile et j'aimerais bien que vous arriviez à trouver. En fait, vous allez voir la formule. Donc là, maintenant, on va commencer à chercher la formule de récurrence de la programmation dynamique. Okay, on va se servir du P de I qu'on a calculé, mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout, pour trouver cette formule de récurrence, ce qu'on va dire, en fait, c'est que à chaque fois, pour la solution optimale, donc on va considérer... Ah ouais, ça, je devrais vous dire ça. Lisez l'énoncé, mais ce qui est important, c'est ça. On va considérer un sous-problème. Okay, le sous-problème, c'est la programmation dynamique, c'est toujours comme ça. On va résoudre des sous-problèmes pour résoudre le problème final. Donc le sous-problème, c'est je place des restaurants que jusqu'à l'aire maximum numéro J. Bon, je vais résoudre tous ces petits sous-problèmes. Évidemment que si je les résous tous, en particulier pour J égale N, j'ai résolu mon problème initial puisqu'il n'y a plus de contraintes. Ça veut dire que je peux placer des restaurants jusqu'à l'aire de numéro N. Bon, donc je considère ce problème restreint, resto J, où je m'arrête à l'aire numéro J, je n'ai pas le droit de placer des restaurants après. Et je veux calculer l'optimum. Ce qu'on va faire, et on commence à le faire dans la question C, c'est qu'en fait, on va discuter, pour trouver la formule de récurrence sur les problèmes resto de J, l'optimum au problème resto de J, je vais discuter sur le fait que dans la solution optimale qui va jusqu'à J, est-ce que j'ai besoin du resto numéro J ou pas? Question C, j'en ai pas besoin. Alors, quel est l'optimum dans ce cas-là? Question D, j'en ai besoin. Quel est l'optimum dans ce cas-là? Et avec tout ça, on fera une belle formule de récurrence.
Sur la question C, facile. C'est quoi R de S étoile de J? Oui. Donc là, je suis dans le cas où il y a une solution optimum au problème resto J qui n'utilise pas le resto numéro J, l'aire numéro J. Je ne place pas de resto sur l'aire numéro J. Donc j'en place où je veux jusqu'à J-1. Ben, du coup, le mieux, c'est de faire ce que je peux faire de mieux jusqu'à J-1. Et tout. Okay. Parce que là, S étoile de J, c'est une solution optimum à un resto de J, d'accord, dans l'énoncé. Et je vous donne une information de plus, je vous dis, cette solution, elle n'utilise pas J. C'est quoi sa valeur? Ben, c'est exactement ce qu'on peut faire de mieux sans utiliser J. Ça veut dire ce qu'on peut faire de mieux jusqu'à J-1. Opt de J-1. OK? Ça, c'est dans le cas où je n'utilise pas l'aire numéro J. Maintenant, le cas où j'utilise l'aire numéro J. Ça va être quoi le revenu de SJ étoile? Je vous laisse peut-être une minute pour y réfléchir. Voilà, déjà, je vous aide un peu. C'est sûr que dans le revenu, il y a RJ. Puisque là, je viens de dire, j'utilise J. RJ plus quoi? Donc, je viens de cramer l'aire numéro J. Okay, je suis sur mon autoroute. J'ai mis sur J, j'ai mis un resto. Est-ce que je peux en mettre un là? Non. Le premier avant où je peux le mettre, c'est où? C'est à P de J, justement. OK? Donc, je peux en mettre avant P de J. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour faire le maximum? Ben voilà, je vais faire l'optimum que je peux faire là-dessus. D'accord? Donc, je vais faire opt de P de J. Donc, ma solution, elle est composée de choisir J et faire ce que je peux faire de mieux dans les contraintes. Ce que je peux faire de mieux dans les contraintes, c'est en choisir au pire jusqu'à P de J. Donc, je fais le mieux que je peux faire jusqu'à P de J. Ça, c'est ce qui me donne le revenu maximum. Imaginez que ma solution maximale, là, je n'ai pas pris un truc optimum sur P de J. Ben, du coup, elle n'est pas maximale. Je peux faire mieux. Je prends un truc optimum sur P de J. Ça satisfait les contraintes. C'est à plus de 50 km de J. Donc, j'ai fait un truc un peu mieux. Donc, la solution optimum globale, forcément, elle doit réaliser l'optimum sur P de J. Est-ce que c'est la formule qui... Ouais, la formule qui comprend. Eh bien, avec ça, on peut faire une formule de récurrence générale. Je sais ce que vaut le revenu de la solution optimum dans le cas où je ne prends pas J et dans le cas où je prends J. Donc, dans le cas où je ne sais pas si je prends J ou pas, c'est quoi? Ben, c'est le max. C'est le mieux entre prendre J et pas prendre J. Ça, ce mécanisme, ça marche souvent dans les formules de récurrence. Okay? Vous discutez selon le fait que le dernier truc que vous rajoutez dans votre sous-problème, vous en avez besoin ou pas dans la solution. Et vous discutez. Vous dites, OK, si j'en ai besoin, ça fait ça, le max que je peux faire. Si je ne le prends pas, ça fait ça. Eh bien, c'est le mieux entre les deux, entre le prendre et pas le prendre. Okay? Donc, l'optimum qu'on peut faire, si on ne le prend pas, on l'a calculé, c'est ça. L'optimum qu'on peut faire, si on le prend, on l'a calculé, c'est ça. Ben, du coup, l'optimum tout court, c'est le max entre les deux. Okay? L'optimum de J, c'est le max entre ne pas le prendre, on fait optimum jusqu'à J-1, ou alors le prendre, c'est RJ plus opt de P de J. Okay? Ça, c'est, je vais le mettre autrement, ça, c'est les solutions qui n'utilisent pas J, et ça, là, c'est les solutions qui utilisent J. On prend le mieux entre les deux. Plus exactement, ça, pardon. Ça, c'est l'optimum pour les solutions qui n'utilisent pas J. Et ça, c'est l'optimum pour les solutions qui utilisent J. Je prends le max entre les deux, c'est l'optimum tout court. Ben voilà, ça fait un algo, ça. Une fois que vous avez... Alors, l'avantage avec la programmation dynamique, c'est qu'une fois que vous avez la formule de récurrence, il n'y a plus de difficulté à en faire un algo. D'accord ? Après, c'est simplement l'algo, il passe sur tous les sous-problèmes un par un et il calcule avec la formule de récurrence l'optimum pour le nouveau sous-problème.
Ça donne ça. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. C'est ça l'algo. Je ne veux pas que vous partiez en pensant que l'algo est difficile. L'algo est trivial. C'est même pas un algo tellement il est simple. On ne peut plus appeler ça un algo. C'est juste calculer la formule de récurrence pour tous les j. C'est tout. Donc au début, je dis l'optimum il vaut 0. J'initialise à 0. Et pour j qui va de 1 à n, je dis si alors là, je regarde quoi? Ça, c'est juste regarder lequel des deux va réaliser le max. Est-ce que c'est opt de j-1 ou est-ce que c'est rj plus opt de pj? D'accord? C'est nos deux formules qu'on a. Sans utiliser j, en utilisant j. Je regarde lequel des deux est le plus grand. Si c'est celui-là, ben, c'est ce que je prends pour l'optimum de j. Et sinon, si ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Et dans l'optimum de j, ben, je mets l'autre. Okay, c'est ça l'algo. Pour j de 1 à n. Pour j de 1 à n, je calcule la formule de récurrence. Je détermine quel est le max des deux. Basta. Qu'est-ce que c'est tout le tralala que j'avais mis autour? De la fioriture d'enseignant? Ou pas? Ou ça sert à quelque chose? Un indice, ne dites pas du mal de vos enseignants. Ça sert à quelque chose. Alors ça sert à quoi? Ça sert à enregistrer là où on place le restaurant. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand même à la fin, je veux savoir pas seulement c'est quoi le mieux que je peux faire, combien je vais gagner avec les restos, mais je veux savoir aussi où les placer pour réaliser cet optimum de revenus. Donc il faudrait que j'ai quelque chose quand même qui me garde trace dans ma solution optimum de où est-ce qu'il faut mettre les restaurants. C'est ce que là j'ai fait avec Prum. Le Prum qu'on gère ici, il sert à dire ça. Prum de J, c'est quoi la signification? C'est le dernier restaurant le plus à droite, quoi, dans la solution optimum pour J. Je prétends que si on retient que ça dans un tableau, ça suffit, on s'en sort à tout retrouver où ils sont tous les autres. Donc pour chaque J, non seulement je calcule l'optimum, mais je retiens quel est le dernier restaurant, le plus à droite, d'accord, le plus grand en kilométrage, que j'ai utilisé dans cette solution optimum. Donc dans le cas là où j'avais choisi que le max c'était réalisé pour opt de j-1, c'est le cas où je n'utilise pas j. D'accord? Faisons l'autre cas, je préfère. On va commencer par l'autre cas. Ce cas-là, c'est le cas où j'utilise j. Donc là, pas de suspense. Le dernier resto que j'ai utilisé dans la solution optimum jusqu'à j, ben c'est j. Okay, donc la preuve de j, je retiens que le dernier, c'est j. Dans l'autre cas, j'ai dit, ok, je ne vais pas utiliser j, ce que je vais prendre, c'est l'optimum jusqu'à j-1. Ben, je ne sais pas du coup lequel c'est jusqu'à j-1 que j'ai utilisé. J'ai peut-être pas utilisé j-1, je ne sais pas où il est. Mais je l'ai retenu avant dans le tableau. J'ai retenu que c'était prum de j-1, le dernier que j'ai utilisé dans l'optimum jusqu'à j-1. Donc dans le cas où je dis l'optimum de j, ça va être la solution optimale jusqu'à j-1, ben, prum de j, c'est prum de j-1. Ok? Ok, et à la fin, cette petite partie d'algorithme là, c'est juste pour être capable de retrouver dans S, je construis, donc S c'est la séquence des restaurants, je la construis à l'envers du plus grand restaurant au plus petit. C'est la séquence de tous les restaurants dans la solution optimum. Donc la solution optimum, c'est l'optimum que j'ai calculé pour j égale n, ça on est d'accord là-dessus. Okay. C'est le problème sans contrainte, où j'ai le droit d'utiliser tous les restos jusqu'à n. Et du coup, j'ai stocké quelque part, pour l'optimum jusqu'à n, j'ai stocké dans prum de n, le dernier resto utilisé. Donc j'en ai au moins un de resto. Okay. C'est k, je l'appelle k, je le mets dans k. Et maintenant, je veux retrouver tous les autres. Donc déjà, dans ma séquence, je commence par mettre ce resto-là. Okay. Ça, c'est le dernier qui est dans la solution. C'est le plus à droite. Okay. Il est là. Il est appelé k. Maintenant, je veux retrouver celui d'avant. Aïe. Il est où celui d'avant? Ben, je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que quand j'utilise k, donc là j'ai utilisé k dans ma solution. Avant, je ne peux utiliser que des trucs jusqu'à maximum p de k. Ok?
Ah, ben du coup, et je prends l'optimum en plus. Ce que me dit ma formule de récurrence, c'est que je prends l'optimum de ce que je peux faire jusqu'à P de K. Ah ben du coup, alors là, je commence à... Oui, je sais où il est celui d'avant. C'est le dernier que j'ai utilisé dans la solution optimum pour P de K. Ben ça, je l'ai stocké dans prum de P de K. Okay. Donc celui d'avant, c'est prum de P de K. Ok avec ça? Ouais? Ok, ça, permettez-moi de l'appeler encore K'. En fait, dans l'algorithme, je remplace K par cette valeur-là et je recommence le même truc. Okay, j'ai utilisé là, celui-là, prum de P de K, je ne sais pas où il est quelque part là. Je l'ai utilisé. Hein. Je l'ai utilisé, donc c'est mon nouveau K. Je l'ai utilisé. Il est où celui d'avant? Ben, c'est prum de P de K. Exactement pour la même raison. Celui-là, je l'ai utilisé. Donc ça veut dire que le truc d'avant, donc je vais l'appeler K', le truc d'avant, c'était jusqu'à P de K' maximum. P de K'. Et c'est lequel le dernier que j'ai utilisé? C'est prum de P de K'. Ok. Bon, donc à chaque fois, je fais K reçoit le nouveau, l'avant-dernier, quoi, et je continue à remonter comme ça. Donc je fais K reçoit prum de P de K. Tant que je ne suis pas arrivé au bout, c'est ce que dit ma condition d'arrêt, P de K est strictement positif. Tant qu'il y a quelqu'un avant. Ok? Et ben voilà, je les ai tous retrouvés, les restaurants. Donc ça, c'est assez joli, ça. S'il y a un truc joli là-dedans, il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a rien de dur si vous le reprenez à tête reposée. Il n'y a rien de dur. Le seul truc un peu subtil, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut reconstruire. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour être efficace en espace. Ah oui, je n'ai quand même pas parlé de ça. Je vous dis ça avant de partir. C'est quoi la complexité temporelle de ce machin-là? Pour J de 1 à N, tout ça, regardez, c'est en constant tout ça. Donc c'est grand O de N, la complexité temporelle. Si je commence à, pour chaque J, à retenir tous les restos que j'ai mis dans l'optimum de J, la complexité en espace, elle, par contre, elle va être quoi? Si pour chaque J, je retiens tous les restos. Parce que j'ai une autre façon de faire, toute bête. Hein. Pour chaque J, je retiens tous les restos que j'ai utilisés dans l'optimum de J, plutôt qu'en retenir un. C'est plus simple. Mais là, j'en ai plein. J'en ai jusqu'à J, peut-être. Donc, au final, si je somme partout, ça va me faire du n carré, si je somme ça pour tous les J. Si pour tous les J, je garde tous les restos que j'ai utilisés dans l'optimum de J, en espace, ça me prendra O de n carré. Et là, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai dit, je ne garde pas tous, j'en garde un. Pour chaque J, j'en garde un. Donc en espace, grâce à ça, grâce à prum, okay, je me retrouve à O de n en espace. Donc la seule subtilité, là, c'est d'arriver à retrouver, si j'en garde qu'un, le dernier, comment j'arrive à tous les retrouver dans la solution optimum. C'est la seule subtilité. C'est la seule chose qui est jolie, d'ailleurs. Allez, je ne vous embête pas plus, on s'arrête là.